Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, aux vidéos Randia du samedi soir. Non loin de Montréal, qu'on voit à l'horizon, nous sommes samedi, le 11 septembre 2021 pour le Vidéo Randia numéro 37. Conception, animation et montage Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde. Et nous allons faire un regard dans le futur probable. N'oubliez pas que dans le club créé, on retrouve le conte que j'ai fait la semaine dernière dans le Vidéo Randia numéro 36 en version pour le club créé. Prenez la peine de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le forum Randia, dont le lien est ici disponible, le premier commentaire épinglé en haut de tous les commentaires ici, sous le Vidéo Randia de YouTube. Et la conception du site du club créé, M. François Deschamps, webmaître. Bonne écoute. Vous avez aimé le conte la semaine dernière que je vous ai présenté au Vidéo Randia numéro 36. J'étais au sommet du Mont Saint-Hilaire, le pain de sucre qu'on voit à l'horizon là-bas. Et bien cette semaine, je vous propose un autre conte. Celui-là, composé il y a 40 ans, en 1981, intitulé « Le Grand Départ ». Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes la première diffusion de ce Vidéo Randia numéro 37, le fameux samedi 11 septembre, le 911. Et vous vous souvenez, il n'y a pas 40 ans, mais il y a 20 ans, précisément le 11 septembre 2001, on a vécu le drame du 911, le fameux World Trade Center qui s'est écroulé. Derrière moi maintenant, on voit la ville de Montréal et le conte, le grand départ que je vous propose aujourd'hui, qui est le conte numéro 6, que j'intitulais à l'époque, déjà en 1981, « Conte pour les enfants matures ». Je sais bien qu'on devrait dire le conte pour les enfants mûrs, mais le jeu de mots est trop simple. Les enfants matures, ce sont des adultes qui ont gardé leur cœur d'enfant pour comprendre des messages ésotériques. Pour entrer au royaume des cieux, il faut être ressemblable aux enfants, dit-on. Mais oui, j'avais composé aussi Le Petit Pharaon ailé, Le Retour du Petit Prince, qu'on aura l'occasion de voir d'ici Noël cette année 2021. Et évidemment, j'avais aussi une pièce de théâtre, conte pour enfants matures, intitulée « L'ermite de la montagne ». Et dans tous les cas, il y a toujours la musique de Marthe Lappelle et Jean-Paul Lheureux. Formidable, vous allez sans doute avoir un verre d'oreille après avoir entendu notre conte aujourd'hui. Alors, il s'agit d'un conte qui est prophétique, mais en tout cas qui amène des informations qui nous permettent de réfléchir sur l'état actuel du monde et des événements futurs probables. J'insiste sur le mot « probable ». Il n'y a rien qui soit coulé dans le béton dans notre avenir. On a des pistes de temps à choisir. C'est à nous de faire les meilleurs choix possibles. Souhaitons que, par sagesse, les autorités de notre planète ou le petit peuple qui se soulève pour bien imposés aux autorités qui sont soi-disant élues démocratiquement, donc par la majorité du petit peuple, vont prendre conscience de ce qui se prépare, tout l'un ou tout l'autre. Parce que, on disait, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Donc, je vous laisse avec un gros plan sur la ville de Montréal, ce qui va nous préparer à bien comprendre ce conte pour enfants matures numéro 6, qui s'intitule « Le Grand Départ ». Bonne écoute. Alors même si évidemment ces montages ont été faits il y a une époque ancienne, l'image n'est pas toujours d'excellente qualité. C'est en 4:3, aujourd'hui nous sommes en 16:9 dans le format de l'image.
mais souvent, on doit le dire, c'est le message qui compte plus le fond plutôt que la forme. C'est une ville nord-américaine, un exemple parmi tant d'autres, puisque c'est partout pareil, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Et puis l'atmosphère polluée. Polluée sur le plan matériel, c'est aussi pollué sur le plan de l'esprit. C'est drôle de voir à quel point on est à une époque où il y a une plus grande variété de produits sur le marché, et pourtant, on fait la même chose tout le monde. Mais ce mardi d'octobre, c'est pas pareil, puisqu'on sait qu'il se passe quelque chose en Europe. Et ce soir, le président des États-Unis sur la télévision doit prendre la parole. Sur toutes les chaînes vont le transmettre, et même par satellite. Malheureusement, là-bas, évidemment, il n'y aura que les autorités politiques qui vont capter l'émission et écouter ce qui va se dire. Mais pour le peuple, évidemment, on va cacher l'intervention du président des États-Unis sur la télévision ce soir. Dans ce conte pour enfants matures, il va se passer aussi un événement d'une disparition, d'une fin de civilisation. On peut voir derrière moi, très au loin, les villes florissantes de cette civilisation nord-américaine, qui est une extension de la civilisation indo-européenne. Et c'est une civilisation qui a atteint son apogée dans les années 60. On se souviendra que dans les années 60, on avait la construction d'immenses autoroutes sur lesquelles on plaçait d'immenses véhicules aussi. Si vous vous souvenez, dans les années 60, les véhicules en Amérique étaient très gros, ils consommaient beaucoup d'essence. On a eu l'époque de l'âge d'or de la civilisation nord-américaine dans les années 60. Tout était permis, tous les projets incroyables se réalisaient, que ce soit même Terre des Hommes, si vous vous souvenez. C'était à plusieurs époques. Là, il y a eu Terre des Hommes, mais il y a eu aussi d'autres expositions universelles. On vivait presque dans une forme d'euphorie. Les communications avaient atteint de nouveaux horizons, les satellites en orbite, l'homme sur la Lune dans les années 60, tout était permis. Alors c'était une civilisation qui a atteint son apogée. On dit même que l'être humain nord-américain était plus grand même que depuis les années 70 et 80. Les enfants qui grandissaient plus que maintenant. Mais là, depuis quelque temps, on commence à se poser de sérieuses questions sur l'équilibre de cette civilisation. Ces gens tassés dans ces villes polluées subissent de multiples malaises, que ce soit des malaises psychologiques ou que ce soit même des malaises physiques. Et puis la société, on se demande où est-ce qu'elle s'en va. D'autant plus que dans notre conte pour enfants matures, il y a un événement qui se prépare. C'est ce soir, à la télévision nord-américaine, le président des États-Unis doit prendre la parole. Et puis ça, c'est provoqué par un événement qui se prolonge depuis des mois. En Europe, la Russie a commencé à envahir plusieurs pays. Plusieurs pays ont accepté l'invasion russe sans résistance aucune, se disant qu'ils sont trop faibles pour faire front contre l'envahisseur. D'autres qui ont voulu faire une certaine résistance, finalement, n'ont pas pu tenir longtemps. Et puis, comme ça aurait entraîné une destruction, une dévastation, ils ont été obligés de céder par la force. Une force qui est quand même une main de fer dans un gant de velours. On impose des choses, mais sans tout détruire. Et on essaie de se faire accepter de cette façon-là. Tellement que depuis des années, ça se préparait. Que c'était le bloc africain, que c'était le bloc musulman, ou que c'était même le socialisme organisé en Italie, en Espagne, en France, un peu partout, qui avait pris le pouvoir et qui avait préparé le terrain à ces invasions. Qui fait que on trouve que c'est un demi-mal. C'est pas si pire, puisque même en Amérique, les choses vont tellement mal que c'est peut-être un mal pour un bien. Mais alors là, l'Amérique a dû réagir et s'est retirée d'Europe complètement. Les forces de l'OTAN ont abandonné le territoire aux forces communistes qui envahissaient. Tout ça, ça fait des mois que ça dure. Et ce soir, le président des États-Unis va prendre la parole sur toutes les chaînes nord-américaines pour lancer un message. Évidemment, tout le monde dans la ville se pose de sérieuses questions sur la nature même de ce message. Si les forces
capitalistes se sont retirés sur ses frontières, le continent nord-américain, c'est parce qu'ils sentaient très bien qu'ils auraient divisé leurs forces en essayant de faire l'opposition en Europe. Et en se retirant ici, ils ont décidé de refaire leur forteresse et peut-être de préparer une action concertée après. Alors tout ça, c'est en suspens et c'est dans quelques heures qu'on va en savoir plus long. On est aujourd'hui un mardi d'octobre, de fin du mois d'octobre, et c'est mardi soir qu'aura lieu ce message du président des États-Unis sur la télévision. Ça va rejoindre tous les gens qui sont prisonniers de ces villes et qui se posent la question. Mais il y a déjà des gens conscients qui savent qu'il va se passer des suites dans les événements. Le message du président des États-Unis se résume ainsi. Nous ne tolérons plus l'intervention russe en Europe. Nous devons faire quelque chose. La population doit être consciente et elle doit nous aider. La réaction première de la population fut absolument nulle. Personne ne réagit, comme si tout cela était de la fiction. Quelques-uns ont compris. Maintenant, je suis en plein bois, puis pas mal loin de la civilisation. Vous remarquez, il y a une crevasse juste ici, très profonde, on dit qu'elle est sans fond. En réalité, ce qui va se passer le soir du mardi soir, à la fameuse annonce du message du président des États-Unis à la télévision, il y a une soixantaine de personnes qui vont venir ici. Ils connaissent tous un mot clé, un mot qui n'est ni français ni anglais, qui est peut-être de langue hébraïque, qui est un mot code de liaison. Ils l'ont appris la nuit par un rêve, et puis, sans savoir pourquoi, ils sont venus ici, à cet endroit-ci exactement, qui est très loin de Montréal, qui est très loin de toute civilisation d'ailleurs. Vous voyez les maringouins qui m'entourent. Cette crevasse qui est sans fond, on dit qu'autour même, les gens de la région disent que c'est magnétisé. C'est un lieu de rendez-vous pour quelque chose. Ils se sentent en sécurité en venant ici. Ils savent très bien que s'il doit se passer certains événements, ils vont pouvoir rentrer en bas, aller à l'abri. Il y a des cavernes sur les bords, puis ils vont être protégés. Alors donc, ce mardi soir, les gens sont venus ici avec des postes de radio à batterie. Ils ont écouté les dernières nouvelles. Ils ont écouté le fameux message du président des États-Unis qui, en fin de compte, disait que l'intervention des Russes en Europe avait des limites, et puis que maintenant les États-Unis étaient pour intervenir. Alors donc, on s'attend au pire, et les gens sont venus ici, comme téléguidés, sans trop savoir pourquoi, à cet endroit, qui est d'ailleurs très, très profond. Je pense qu'ils ne seront pas visibles facilement par des gens qui chercheraient un endroit pour aller se protéger. Quand tu arrives ici, d'abord, c'est pas vu de loin, et ça coupe très carré, et c'est très profond. Ils sont ici, parmi nous, ces êtres grands, blonds, comme ceux que George Adamski a rencontrés à plusieurs reprises et que plusieurs autres témoins d'objets volants
non identifiés ont déjà rencontré. Un jour, il m'a fait un dessin sur le sol, un dessin qui a toute son importance en ésotérisme. C'est le symbole de toute évolution. Tout ce qui évolue est en spirale spirituelle de la galaxie et les deux axes, horizontal et vertical, la dualité de la matière et de l'esprit. Je lui ai demandé à quel endroit on se situe présentement dans notre civilisation sur la Terre. Avec un bâton, il m'a montré que nous sommes en plein centre, exactement à l'endroit où nous passons de l'involution à l'évolution. Ces êtres grands, blonds, qui rencontrent des humains individuellement, ont beaucoup à nous apprendre et à nous enseigner. Il sera plus facile de faire le bien que le mal, plus facile de construire que de détruire. Mais ce mardi soir, le groupe de 60 personnes qui s'étaient réunies là à la crevasse a descendu lentement sur les bords escarpés de la crevasse pour se rendre tout à fait en bas au niveau de l'eau. Il y avait là des adultes, des enfants et même quelques personnes âgées. Ils sont allés tout à fait au niveau de l'eau où il y a une grotte. Et tous ensemble sont rentrés dans la grotte pour passer la nuit comme protégés dans cette grotte, au cas où il se passerait quelque chose dans les grandes villes de Montréal ou d'Ottawa ou de Québec. Mais pendant ce temps, dans la ville, la vie continuait, comme si de rien n'était. Le lendemain matin, comme d'habitude, Monsieur Tout-le-Monde prend son journal et se rend à son bureau. Très peu de gens se doutaient de la suite des événements. Simplement un message du président des États-Unis la veille sur la télévision nord-américaine, devant une situation mondiale qui est toujours sous tension. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Très peu de gens pensent par eux-mêmes. Ils agissent tous de la même façon. C'est d'ailleurs plus facile. Très peu de gens ont pris une décision qui n'était pas celle de tout le monde. Alors, comme tout le monde, Monsieur Tout-le-Monde s'est rendu à son bureau. Il ne pouvait pas penser agir différemment ce matin-là. Pour lui, il n'y avait pas de problème d'agir comme d'habitude. Ça aurait peut-être été un problème que d'agir différemment pour une première fois. D'autant plus que de voir tous les autres faire la même chose, c'est encourageant. La radio transmet les mêmes informations comme à tous les jours. Et dans les nouvelles, on mentionne simplement que le message du président des États-Unis hier soir à la télévision a bouleversé les cotes de la bourse. Qu'effectivement, on doit prévoir que très prochainement, il y aura sûrement une action militaire, mais que les Expos de Montréal ont quand même gagné le double hier après-midi au stade olympique. Une belle journée ensoleillée.
Rien dans la nature, rien dans les journaux et rien à la radio pour présager de quelque chose de différent et de spécial. Au bureau, c'était les bonjours habituels, de bonne aloi, mais c'est à peine si on voit sur les lèvres la discussion de cette tournure possible des événements, suite au fameux discours d'hier soir. Monsieur Tout-le-Monde a un rôle trop important dans le quotidien. Pourtant, il manque un employé qui a fait souvent sa tête. Un peu artiste sur les bords, il est, ce matin, absent. Il est parti. Lui, sa femme et ses enfants. Ils ont porté avec eux un peu de bagage. Se rendre loin de la ville. Message provenant de Russie, mercredi matin, 10h30. Les États-Unis d'Amérique sont intervenus en Europe. La Russie doit intervenir en Amérique. Ici, c'est le pont Hippolyte-Lafontaine, une des sorties de la ville de Montréal. Et figurez-vous, depuis environ 1 heure, les gens sortent par le côté sortie, parce que le pont Hippolyte est divisé en 2 sections, une pour la sortie. Et ça sort à pleine capacité. Évidemment, c'est déjà l'embouteillage dans plusieurs des entrées de l'autre côté. Et ce qu'on voit ici, c'est la sortie à une des extrémités. Mais de l'autre côté d'Hippolyte, cette section où c'est l'entrée d'Hippolyte, où les gens de la rive sud entrent dans la ville, bien d'ici quelques minutes, ça va être complètement l'opposé, puisqu'on ne pourra plus rentrer dans la ville, et d'ailleurs, il y a le plus grand monde pour rentrer dans la ville, sinon quelques-uns qui voudront aller chercher leur femme ou des amis qui savent être pris dans la ville. Mais ça va être à cause des embouteillages provoqués par l'autre côté, une sortie également. Et évidemment, ça va sortir à la fois d'un côté comme de l'autre. Il n'y aura plus d'autoroute pour rentrer dans la ville, mais toutes les autoroutes vont être mobilisées pour la sortie de la ville, étant donné qu'un côté, ça va être embouteillage complet, et l'autre côté, il y a des gens qui vont au début le faire en risquant le tout pour le tout, mais à un moment donné, ça va être le flot aussi pour la sortie. Et puis, ça va être encore une fois l'embouteillage. Un embouteillage non seulement pour un pont, mais partout. Vous voyez présentement de vue aérienne d'autres issus à la ville de Montréal, mais c'est la même chose dans toutes les grandes villes nord-américaines. Tout le monde veut quitter les villes et en même temps. C'est l'embouteillage. Le petit groupe de personnes est remonté de la crevasse lentement, aux petites heures du matin, vers les premières heures où le soleil a pointé, on ne peut pas parler de l'horizon ici. Et puis, on a encore écouté les nouvelles. On s'est aperçu d'abord que toute la nuit, c'est demeuré très calme ici. Ils n'ont pas été opportunés par personne. Et puis, ils sont allés par petits groupes dans les clairières aux environs de la crevasse ici, en se disant, est-ce qu'on est venu ici absolument pour rien? Ou alors, est-ce qu'effectivement va se produire ce qu'on s'attend? En allant un peu plus loin, on voit Montréal. Mais quand même, on est très, très loin. On est très haut placé. De ceux-là, il y en a quelques-uns qui ont commencé à douter de la raison de leur venue ici. Et puis même encore là, d'autres ont commencé à dire que c'était pour des raisons diaboliques, que peut-être il y avait eu des messages
C'est le diable qui les a influencés à faire ça. Maintenant, toute la population est dans l'expectative d'un événement qui pourrait avoir une gravité exceptionnelle. Personne ne peut leur dire exactement ce qu'ils doivent faire. Plusieurs sont montés sur le toit de leur maison et d'autres sont descendus complètement dans la cave. Il est absolument inutile de prendre un vol vers d'autres contrées. Même les trains sont immobilisés puisque même les employés ne sont plus au travail. Ce n'est pas encore la panique. C'est plutôt le no man's land, où personne ne sait quoi faire exactement. Ça semble être au-delà des moyens, au-delà des possibilités humaines. On est tous vraiment prisonniers de la même planète, du même vaisseau spatial. Il n'y a plus d'îlot de survie possible. On ne sait plus quoi faire. On s'enivre dans le quotidien. On retourne à la maison après le travail. Mais on sait très bien qu'il faudrait faire quelque chose. On ne sait pas quoi faire. Personne pour guider la population qui est sur le point d'exploser. Qui, sur cette terre des hommes, peut maintenant guider les hommes? Il y a toujours eu des guides pour l'humanité. Ils sont intervenus toujours au moment propice, sans jamais forcer l'homme. Ils n'imposent jamais leur volonté. Mais lorsque l'humanité est arrivée à une frontière, ils étaient là pour le guider. Toujours, ils se sont manifestés aux hommes, de bonne volonté. Ils aiment la paix, l'harmonie. Sur cette terre des hommes. Les gens qui ont fui la ville de Montréal, ben, sont rendus à la campagne et puis ils ont pris des routes de campagne. C'est plus facile que de marcher dans le champ, après tout. Ça a été l'embouteillage, évidemment, au début, mais graduellement, il y a une forme de discipline qui s'est créée. Une forme de discipline qui a même créé des clans. On peut dire que dans certains secteurs, il y avait un boss, un chef de gang, si on veut, qui faisait la loi. C'est pas la police ni l'armée qui fait la loi maintenant, c'est un peu un sauve qui peut, comme un bateau qui fait naufrage, alors tout le monde se sauve comme il peut. Alors, vous voyez le Mont Saint-Hilaire au loin là-bas. Ben, actuellement, la route qui est ici va être envahie par la population, par la foule de Montréal. N'oublions pas que Montréal contient 3,5 millions d'habitants. Et ils n'ont que deux moyens de s'en sortir, c'est la rive sud ou la rive nord du Saint-Laurent. Ici, on est sur la rive sud du Saint-Laurent. Ouais, qu'est-ce que c'est que vous pensez qu'ils vont faire devant le bétail, devant les magasins, les épiceries, lorsque ça va faire 2 jours qu'ils auront quitté la ville? Évidemment, au début, il n'y aura pas de panique, il n'y aura pas non plus de vandalisme. Ce sera seulement avec le temps, avec la faim. Mardi soir, mercredi soir, dans les premiers jours, les gens auront quand même acquis assez de matériel pour survivre. Mais c'est avec le temps. Et puis le mont Rougemont qu'on voit là-bas, ben ça c'est une montagne qui va être remplie aussi de gens sur tous les flancs. Ça va être une montagne pleine. Ce qu'on voit présentement, ce sont des arbres, mais il y aura presque
comme disait Maisonneuve, il y aura presque autant d'arbres qu'il y aura de personnes. Le premier soir de mercredi soir, les gens ont fait des feux de camp et puis ils se sont arrangés. Mercredi soir, 8h30, le président des États-Unis donne la réplique au Soviet suprême, déclarant que maintenant les États-Unis d'Amérique sont sur le pied de guerre. Maintenant, tout le monde a bien compris. Les magasins sont barricadés. Tout le monde fuit dans toutes les directions. Surtout les postes de radio et de télévision. Ce sont des messages d'information, des commentaires et surtout des recommandations pour que la population demeure dans le calme. Les messages en prévision d'attaques nucléaires sont envoyés. Les conseils, fuir les villes. Les premiers ministres de différents pays se prononcent, exhortent évidemment la population au calme. L'heure est grave. Une des réflexions qui me venait à l'esprit est de penser qu'à l'origine, l'homme primitif utilisait le feu comme ça pour sa survie et que maintenant, on est encore obligé d'utiliser le même procédé pour se réchauffer, s'éclairer. Alors, ça finit comme ça a commencé. C'est ce même élément qui rend les gens actuellement dans l'angoisse sur toutes les montagnes environnantes de Montréal. C'est ce même élément de feu dont ils ont absolument besoin pour se réchauffer, puis qui en même temps leur fait extrêmement peur si, dans les jours à venir, ça devait tout détruire. C'est toujours l'excès. C'est toujours l'excès qui est, finalement, on dit que la vertu est au centre et que les excès, qu'ils soient dans un sens ou dans l'autre, sont toujours des vices, des péchés. Être excessivement charitable, c'est pas mieux que d'être excessivement égoïste. Puis ça, bon, on aurait peut-être eu le temps de l'apprendre si on n'avait pas été excessivement spirituel, puis excessivement hanté par le désir de gagner son ciel. Puisque les êtres humains ont toujours excessivement désiré conserver la vie. Puis comme disait le proverbe, il faut mourir pour aller au ciel. C'est drôle, il y a à peu près personne qui prépare ses bagages pour partir. On prépare des bagages pour aller faire des voyages ici sur la Terre, mais de penser à préparer des bagages pour partir dans l'autre dimension, dans l'autre réalité, il y a à peu près personne qui le fait. Encore cette nuit, sur les montagnes environnantes, il y a des gens qui sont en crise, d'hystérie, d'angoisse. Il y a seulement quelques-uns qui se retirent comme je l'ai fait. Et dire qu'il y a des postes de radio qui font jouer encore de la musique disco et qu'il y a des gens pour l'écouter. Ouais, c'est tout dire avec la musique disco ou c'est tout dire avec de la bière. Il y en a d'autres, c'est les caisses de bière. Ça, il y en avait de réserve.
ou bien alors c'est la drogue. Ça se transporte bien, même quand on a un sac à dos. Ouais, ça va tout être des gens qui vont passer ces événements-là, peut-être sans se rendre compte de rien. Dans le fond, ils vont probablement souffrir moins que les autres. D'ailleurs, on dit que le seuil de la douleur est plus fort chez l'être humain parce qu'il y a de la conscience que chez les animaux. Alors, si on s'abêtit, on ne le sent plus. Ce qui nous fait mal. Puis ce qui peut arriver. Toutes les églises, qu'elles soient bouddhistes, d'Orient ou d'Occident, la flamme a une valeur en ésotérisme. La flamme réchauffe, elle éclaire. La chaleur, c'est l'amour. La lumière, c'est l'intelligence. Puis elle se transmet. Tu vas remarquer, là, si je laisse le bâton dans le feu, ça ne diminue pas le feu qui est là, quand je mets le bâton, qui va absorber du feu, mais ça l'augmente. Puis lui peut s'en aller du brasier, puis avoir du feu lui aussi. Puis ça n'a pas diminué. Alors présentement, les gens de la ville ont quitté complètement, ou presque au complet, la ville. Et puis vous remarquez, dans le plein centre-ville, c'est presque complètement désert maintenant. Bien c'est ça, ça a été presque la panique. Ça s'est fait très rapidement. Ça a été sauve qui peut, chacun pour soi. Et les solutions, bien, il n'y en avait pas d'autre que de sortir par les ponts, de sortir le plus rapidement par les autoroutes. Et puis le résultat de tout ça, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de réponse. Les gens sont pris dans une angoisse intense. Et puis vont probablement, devant les événements, avoir une réaction qui risque que même s'il ne se passe rien, même s'il n'y a pas d'explosion atomique, même s'il n'y a pas de guerre, qu'à un moment donné, il se produise une panique générale qui va entraîner presque inévitablement un bouleversement social qui va avoir des répercussions encore pendant de longues semaines, pendant de longs mois, ici à Montréal. Il faut dire qu'encore dans les églises, bien, c'est bondé à pleine capacité, croyant évidemment que l'intervention de Dieu ou des célestes viendrait changer le cours des événements. Évidemment, l'endroit idéal recherché par la population, ça a été dans des endroits où ils se pensent en sécurité, comme dans des stations de métro, où c'est bondé plein à l'intérieur. Il s'est même créé des sectes ou des groupements à l'intérieur de la station. On ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. D'abord, les radios transistors ne fonctionnent pas. On ne peut pas savoir ce qui se passe à l'extérieur. Et il y a des nouvelles, il y a des rumeurs, il y a des fausses rumeurs qui circulent comme quoi il y aurait déjà eu une bombe qui aurait éclaté ici. D'autres disent que ça n'a pas lieu. Et d'autres n'osent pas sortir en disant qu'il y a peut-être de la radiation. C'est tous ces phénomènes sociaux qui se passent actuellement dans la tête des gens, qui sont prisonniers même à l'intérieur des stations de métro, alors qu'il ne s'est encore rien passé à l'extérieur. Il y en a d'autres qui sont allés dans des sous-sols d'édifices, ou d'autres sont allés dans des voies de circulation à l'intérieur ou souterraines, comme la voie des Caries ou le pont Hippolyte-Lafontaine, ou même les rues à l'intérieur de la ville de Montréal qui ont des accès sous la terre. Et c'est rendu dans cette clairière que le groupe de personnes, une soixantaine environ, avait suivi quelques-uns qui, comme téléguidés, s'étaient rendus ici, un peu comme des robots, s'étaient rendus en marchant et puis étaient venus dans cette clairière. Pourquoi exactement?
On ne le savait pas encore. On regardait autour, on regardait au-dessus des arbres parce qu'effectivement, tout ce qu'on voit, c'est des arbres et le ciel au-dessus. Il y a quelqu'un qui a dit, on devrait envoyer quelqu'un monter dans l'arbre pour regarder au loin. Et c'est à ce moment-là qu'un plus jeune, d'une quinzaine d'années, est monté en haut complètement. Et là, il voyait très bien toute la vallée du Saint-Laurent. Il pouvait voir Montréal, presque Sherbrooke, Ottawa, au loin. Et on attendait des nouvelles de ce jeune qui était en haut. Pendant ce temps-là, les gens ici, silencieux, attendaient sans savoir quoi, qu'est-ce qui allait venir. Puis tout d'un coup, on a entendu dans le ciel, au loin, un bruit strident, comme une fusée, comme plusieurs fusées, qui passaient dans le ciel au loin. Et là, on a entendu des hommes dans un coin qui ont commencé à dire « Ah oui, ça c'est pour les États-Unis. Ça va aux États-Unis. C'est pas pour nous autres, c'est pas ici. » Et un peu de temps plus tard, la terre a tremblé. La terre a tremblé, puis d'une façon assez surprenante, puisque ça venait par coups, ça diminuait. Ça revenait par coups, ça diminuait. Un peu comme s'il y avait une détonation qui faisait trembler la terre. Et là, il y a eu un regard d'effroi qui a passé dans les yeux de toutes les personnes qui étaient ici, en se disant, ben, ça a sauté. Puis là, on regardait souvent en haut de l'arbre pour voir si le jeune était pour nous crier quelque chose. Puis à un moment donné, le jeune a crié, « Je vois une étoile au loin là-bas. Ça brille. » Mais c'était très loin. C'est au-delà de 300 000 d'ici, Ottawa. Et d'en haut, le jeune a très bien vu que l'étoile se transformait en nuage. Et le vent s'est soulevé. Et on a senti un vent terrible, un vent très fort jusqu'ici. On a compris que là-bas, c'était fini. Et alors là, tout le monde était comme transi de peur, sachant très bien que le moment viendrait où la même chose se produirait plus près, soit à Montréal. Mais c'était le même destin pour toutes les grandes villes d'Amérique du Nord. Que ce soit Montréal, que ce soit New York, Washington, même Ottawa, qui est le centre du gouvernement fédéral canadien. Mais le groupe des 60 avait quelque chose en dedans qui lui disait « On n'est pas venu ici pour rien en connaissant un mot-clé qu'on a eu par la nuit, le songe. Il y a sûrement une raison pour laquelle on est venu ici. » Il y avait une forme de sécurité derrière tout ça. Puis vous savez qu'à la guerre, quand on voit des gens qui meurent et d'autres qui survivent, on se dit « Mais comment ça se fait que ça a choisi quelqu'un qui est mort, puis l'autre qui est pas mort? Pourquoi un tel est mort, l'autre n'est pas mort? » Il y a un destin derrière tout ça. Il y a une conscience derrière tout ça. Ça me fait penser à ces nuages qui sont en haut puis qui présagent de la pluie. Et il y a des gens qui continueraient obstinément à dire c'est impossible qu'il pleuve parce que la météo a dit à la télévision ou à la radio il ne pleuvra pas aujourd'hui, ça va être période nuageuse et ensoleillée. Alors que depuis le matin, ce n'est que nuageux. Et les nuages s'accumulent et les nuages s'accumulent. Il y a des gens pour qui c'est pas possible qu'il pleuve. On a dit période nuageuse et ensoleillée. Donc, tant qu'il ne pleuvra pas, on va penser que ça va rester nuageux. Et encore, même pendant qu'il va commencer à pleuvoir, il y a des gens qui vont être capables de dire « Ah oui, il pleut, mais c'est pas supposé, il va faire beau. » Parce qu'à la radio, à la télévision, on a dit qu'il ne pleuvrait pas, on a dit que ça serait nuageux. De la même façon qu'à la télévision ou à la radio, on dit une troisième guerre mondiale, ça se peut pas, ça peut pas arriver. Parce qu'avec l'accumulation des armements nucléaires, on ne peut pas faire sauter tout ça. Tout y passerait. Parce qu'à la radio ou à la télévision, on dit ces choses-là. On ne se rend pas compte qu'à un moment donné, ça commence à tomber. Et ceux qui ont suivi plutôt la nature, leur intuition, que suivre ce qu'on dit à la radio ou à la télévision, ont su se mettre à l'abri avant qu'il pleuve. Et de toute façon, se mettre à l'abri avant, c'est pas un tort. Si jamais il arrive rien, à ce moment-là, on se retire tout simplement de son abri, on revient dans la société, dans la civilisation. Alors, voyez-vous, c'est exactement ce qui s'est passé. Les 60 qui sont venus ici sont venus par intuition, parce qu'ils ont senti qu'il fallait venir.
Mais ce n'est pas des gens qui ont eu un rôle spécial. Ils ont capté quelque chose intuitivement. Ils sont venus ici par les songes la nuit. Mais ils ont écouté la voix de leur conscience, la voix de leur intuition, du message intérieur. Bien, il faut s'habituer à l'écouter, sa voix de son message intérieur. Savez-vous, une des attitudes qu'on a remarquées chez ces gens-là, c'est un peu comme au dernier moment, lorsqu'on visite quelqu'un qui est très très loin aux États-Unis ou même en Europe, avant de partir de la maison ou lorsqu'on quitte la maison pour un long voyage, on regarde comme il faut tout autour de soi, comme si on voulait rien oublier, comme si on voulait photographier dans notre mémoire des choses qui sont autour. Bien, les gens ici dans le bois ont fait la même chose. Il y en a qui ont pris simplement une feuille, il y en a qui ont regardé une fleur de très très près, pendant longtemps, une longue méditation, comme si on voulait photographier ce qu'il y avait sur la terre, comme si on était pour se dire « Ah, ça n'existera plus, ça va être fini, c'était la dernière fois ». C'est un peu comme au moment de la mort, on dit on a le temps de revoir toute sa vie, tout son vécu. Alors c'est la même chose qui s'est produit. Et ces gens-là ont, pour peut-être la première fois, vraiment appris à méditer sur les choses les plus simples de la vie. On dit en Orient, on fait méditer les enfants sur un grain de riz très longtemps. C'était à peu près la même chose. Et c'est d'en haut de l'arbre qu'ils ont vu venir tout à coup, juste en dessous des nuages, un peu au-dessus des arbres, un objet très grand, rond, parfaitement rond, dont le dessous était noir, parfaitement noir aussi. Et il glissait très lentement. Alors ils ont tous levé les yeux au ciel, et là les 20 qui avaient eu le mot clé, le mot de code de la nuit, ont levé les bras au ciel comme ça, et ont regardé en haut cet objet sombre qui glissait lentement au-dessus d'eux. Et curieusement, ils ont senti comme une force qui les prenait par le plexus solaire et qui les a soulevés et qui les a montés vers l'objet en haut. Et en montant, ils répétaient tous le mot qu'ils avaient reçu en songe. Ils disaient ce fameux mot, qui n'est pas en français ni en anglais, mais qui est un mot comme une clé. Il n'y avait pas seulement le mot qu'il fallait dire, mais il fallait le dire de la juste façon. Il fallait le dire avec la bonne intonation. Et c'est à ce moment-là que leur corps montait, continuait à monter dans le ciel, jusqu'à l'objet. Les autres en bas les entendaient dire ces choses-là, le mot, et ils répétaient le mot eux aussi. Il y en a plusieurs qui essayaient de dire le même mot. Et en disant le mot, il y en avait pour qui ça fonctionnait, et ils partaient à monter eux aussi. Et ils rejoignaient cet objet très haut. Par contre, il y en a d'autres qui n'avaient aucun résultat. Ils avaient beau répéter le mot, et ça ne fonctionnait toujours pas. Toutes les femmes enceintes ne pouvaient pas monter. Parce que la femme qui est enceinte, elle a en elle une autre personne. C'est pas un, c'est deux. Et chacun doit, par soi-même, dans son destin, dans sa vocation, avoir le droit de monter. Et pour monter, il faut être un juste. Et alors la femme qui est enceinte, elle est juste, peut-être, mais l'enfant qu'elle porte n'a pas mérité, n'a pas passé, si on veut, son destin. Son karma n'est pas le même que celui de sa mère. Alors malheur aux femmes enceintes en ces jours, car elles ne seront pas épargnées de ces souffrances qui devraient arriver. Alors que tous les autres montaient. Et ceux qui ne montaient pas sont ceux qui ne le méritaient pas. Parce qu'ils n'étaient pas assez justes, parce qu'ils ne savaient pas pardonner. Et le Christ l'avait dit dans une parabole. Commence avant d'être pardonné par aller voir ton ennemi, explique-toi avec lui qu'il te pardonne et pardonne-lui, et après tu reviendras au royaume du Père. Alors il faut déjà à ce moment-là, au moment où tous les événements se passent autour de ces gens-là qui étaient dans la montagne, il fallait que ces gens-là sachent pardonner à l'humanité, car elle ne sait ce qu'elle fait. Et ceux-là ont été épargnés, et ceux-là se sont retrouvés dans les airs et ont monté et ont monté.
c'est les bras levés vers en haut que les gens se sont mis à monter, les uns après les autres. Ils sont arrivés en haut dans l'endroit où l'objet, rond, parfaitement rond, les accueillait, comme pas de plancher, mais rendu à cet endroit-là, les gens restaient dans les airs, et une voix leur disait, comme télépathiquement, d'enlever leurs vêtements, de tout enlever ce qu'ils avaient sur eux, montres, bracelets, lunettes, tout ce qui appartenait à la planète Terre devait être abandonné complètement. Et dans cet espace absolument vide sous eux, où ils flottaient dans les airs, ils pouvaient marcher et arriver sur les pourtours de l'appareil qui était comme un plancher, où il y avait déjà d'autres êtres humains qui avaient été récupérés ailleurs et qui étaient assis sur les bords du pourtour de l'appareil. Mais ces gens qui étaient sur le bord de l'appareil étaient tous vêtus avec une espèce de voile blanc, comme une jaquette blanche. Et effectivement, ceux qui étaient dans les airs, qui commençaient à marcher dans les airs, approchant le plancher qui est sur le tour de l'appareil, on leur remettait une jaquette blanche. Et très silencieusement, tous ceux qui ont été récupérés d'en bas sont venus s'asseoir sur les bords de l'appareil. Ils pouvaient voir à l'extérieur comme par une grande baie vitrée, tout le tour de l'appareil, et voyaient au loin, à un moment donné, une étoile s'allumer au-dessus de Montréal. Et immédiatement après, tout s'est écroulé comme un château de cartes. Un grand nuage en forme de champignon est monté dans le ciel. Personne n'était heureux, mais tout le monde avait une satisfaction intérieure d'être à un endroit où ils étaient quand même protégés, ils avaient été sauvés. Il n'y avait pas d'amertume, il n'y avait pas de peine, il y avait un sentiment de désespoir intérieur, de se dire on aura tout essayé pourtant, et pourtant, tout est consumé. N'oubliez pas qu'il y a eu beaucoup d'interventions extraterrestres sur les centres nucléaires et que nous avons été épargnés d'une guerre mondiale, peut-être thermonucléaire, qui aurait pu dégénérer, grâce à un Russe qui était en charge de la sécurité de la Russie et qui a vu qu'il devait d'abord se fier à lui-même, à sa voix intérieure, car sur les écrans radars, on voyait des dots, des points de lumière qui arrivaient de par-dessus le pôle Nord vers la Russie, comme s'il y avait eu une attaque de missiles intercontinentaux, probablement à ogive nucléaire en provenance d'Amérique. Il a vérifié avec les avant-postes qui étaient déjà sur le bord de l'Arctique pour se rendre compte qu'il n'y avait absolument rien qui passait dans le ciel. C'était un leurre sur les écrans radars. Je vous souhaite d'écouter ce conte pour enfants matures dans le but d'ouvrir les esprits et de réaliser qu'il n'est toujours pas trop tard si on prend les bonnes décisions dans notre chemin du futur. Il y a donc 40 ans que nous l'avions échappé belle. Depuis, le monde a changé, surtout depuis le 11 septembre 2001, il y a 20 ans. Et à la première de cette diffusion, nous étions le 11 septembre 2021 pour le Vidéorandia numéro 37. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotéristes du Nouveau Monde. Nous remercions bien évidemment tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce conte. Pour les abonnés au club créé, il y a le conte que j'ai fait la semaine dernière au sommet du mont Saint-Hilaire sur le pain de sucre. Et ne manquez pas de lire le complément surprenant dans le forum Orandia disponible par le lien ici, premier commentaire épinglé en haut de tous les commentaires. À la supervision technique Donald, grâce à qui on a pu avoir la version remasterisée de ce conte extrait de nos archives d'ésotérisme expérimental.
Conception du nouveau site du club créé, M. François Deschamps. Et dans le club créé du mois de septembre, il y a les confidences en coulisses de M. André Pitre, en supplément au Vidéorandia numéro 35, et le conte, version club créé, disponible aussi dans le club créé du mois de septembre 2021 à orandia.ca. Oui, ils sont là. Ils sont intervenus bien souvent pour paralyser des silos de fusées intercontinentales à ogive nucléaire, nous empêcher de faire la gaffe. On vous remercie beaucoup d'être abonné au club créé. Et un pouce par en haut, c'est toujours très apprécié de la part de toute notre équipe. Au plaisir, à la prochaine. L'émission devait s'arrêter là, maintenant. Mais pour faire plaisir à Spirale, dont c'est l'anniversaire le 20 septembre, dans quelques jours, je vais vous présenter la façon dont le conte Le Grand Départ s'est terminé réellement en 1981, dans le verger, juste à côté de chez moi, de chez nous, ici à Mont-Saint-Hilaire. C'est surtout à cause du chant merveilleux des oiseaux qu'on pouvait entendre à l'époque. Où sont-ils? Où sont-ils rendus aujourd'hui? Voici donc cette finale. Oui, notre conte pour enfants matures est maintenant terminé. En réalité, tout était fictif. Évidemment, il n'y a rien de vrai dans ce qu'on vient de voir sur le plan de la réalité. C'est vrai sur le plan de l'imaginaire. Ce que je veux dire, c'est qu'à la fois, les événements qu'on vous a racontés, aussi bien que l'extraterrestre que vous avez vu, c'est de la fiction. Mais de toute façon, il y a sûrement quelque chose qui est derrière tout ça. C'est comme l'histoire du pommier du Jardin d'Éden. La pomme, c'était peut-être pas une pomme, mais il y a une réalité derrière ce récit, ce conte. Alors, de la même façon que ce qu'on vient d'entendre, c'est le 6e conte pour l'enfant mature que je compose. On l'a intitulé Le Grand Voyage, Le Grand Départ. Le Grand Voyage, c'est le 7e. Le Grand Départ. Et puis, il y a des gens pour qui ça correspond à une réalité, tout ça. Et puis, il y en a pour d'autres, ça va être juste une fantaisie. Ça va donner un bon moment de... Mais, enfin, on peut se dire des choses sur le dos d'un conte ou d'une fable autrefois, pour Jean de La Fontaine, où il y a des choses qui passent, mais étant donné que c'est l'illusion de la fantaisie, c'est pas nécessairement la vérité. À ce moment-là, c'est plus facile de gérer tout ça. Il y a sûrement des gens qui, lorsque certains événements vont commencer à se produire, soit dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans quelques années, qui vont ressembler à ce qu'on s'est dit aujourd'hui, qui vont faire le déclic à ce moment-là. Et je leur souhaite d'être capables de faire la relation avec le conte pour l'enfant mature, qui était le grand départ. Si vous connaissez bien l'histoire ésotérique, le grand départ correspond bien au cheval rouge qui amène la destruction par le feu, mais qui suit le passage du cheval blanc dont on parlait la semaine dernière. Ce cheval blanc qui amène la paix et qui vient choisir les humains pour les enlever de la surface de la Terre pendant une certaine période de temps où il y aura une destruction ici sur Terre et ils reviendront accompagnés du cavalier blanc. Oui, le cavalier blanc est au début comme il sera à la fin des cavaliers de l'Apocalypse.
pour ramener la paix, pour un millénium de paix et de bonheur sur Terre. Et en passant, vous comprenez pourquoi je ne participe pas directement à l'émission cette semaine, puisque je suis retenu au lit depuis 15 jours. Je vais m'en sortir. J'ai reçu des bons messages d'encouragement. Je vous remercie. Et c'est grave ce qui se présente présentement dans notre monde. Alors, on est tous ensemble. Bonne semaine. La semaine prochaine, un invité extraordinaire qui a voyagé à travers le monde et qui est avec nous en studio pour pouvoir expliquer des choses à son point de vue. Colin Chabot. À bientôt. Bonne semaine.